Pour nous parler d'un projet pilote. J'ai beaucoup apprécié ce projet au moment même où vous m'en avez parlé. L'intitulé, déjà, c'est une bouffée d'oxygène. Vous voulez reverdir la Tunisie. Reverdir la Tunisie, oui. Très bien. Il s'agit de créer des oasis. Alors, qui m'en parle? Je commence tout d'abord pour vous expliquer pourquoi on a eu cette idée. Donc, reverdir la Tunisie, on l'a commencé l'année dernière, en février 2017. L'idée nous est venue suite à un micro-trottoir que nous avons organisé. On s'est aperçu que le peuple tunisien n'avait pas du tout une connaissance des thématiques développement durable, changement climatique. Donc, et puisque la Tunisie, elle souffre énormément du changement climatique. D'ailleurs, le changement climatique, vous avez remarqué dernièrement les inondations qui ont eu lieu à Nebel et dans beaucoup de régions. Donc, nous avons décidé de créer les oasis forêts pour remédier à ce problème. D'accord. Donc ça, c'est le point de départ. Très bien. Le point de départ, oui. Donc c'est parti d'un constat. Alors, c'est parti, disons que là, Mel, elle me dit que le projet a démarré en 2017. Alors, il démarre avant. Il démarre, en fait, mais ils s'en sont pas rendus compte. Il a démarré bien avant avec l'éducation au développement durable. C'est-à-dire quelques années plus tôt. C'est vraiment, ça rentre dans le cycle de toute une formation, de leur apprendre qu'est-ce que c'est, de d'abord sensibiliser les étudiants. Et l'ISBAT a en plus de ça une politique RSE importante. Donc, on sensibilise les étudiants, on les amène, on attend d'eux qu'ils s'investissent dans les problématiques du pays. Et donc, ils ont eu toute une éducation au développement durable qui les a amenés à justement faire des enquêtes, s'apercevoir que les Tunisiens, donc on a commencé plutôt en 2013, mais la partie, on va dire... expérimentale, il y a une partie d'abord qui est enseignement et théorique, et puis ensuite leur travail sur le terrain avec justement la création de ce projet qui, elle, a démarré début 2017. Alors, une belle aventure. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait depuis la naissance de cette idée en 2017 jusqu'à aujourd'hui? Donc, on est dans une deuxième phase de plantation. Oui. Donc, tout d'abord, je commence par la première. Vas-y, Maria. Non. Et... D'accord. Donc, en 2017, on a su implanter 328 arbres fruitiers de variétés locales, des oliviers, des amandiers, des caroubiers, des citronniers, des grenadiers, aussi 240 arbres fixateurs d'azote pour améliorer la qualité du sol. Et pour minimiser l'évaporation, on a opté pour l'irrigation par jarre traditionnelle, qui est une technique utilisée par Magon. Oui. Et pour la deuxième phase, en novembre 2018, on a implanté des arbres aromatiques, des plantes aromatiques, de l'ordre de 495 plantes aromatiques. Très bien. Alors tout ça, il faut qu'elle précise un petit peu, dans 6 établissements scolaires de la région de Merth. Ouais. Excellent. Donc Merth et Zarat, parce que c'est une région, on est vraiment aux portes du Sahara, j'ai l'habitude de dire, et donc c'est une région qui est fortement impactée par le changement climatique, qui souffre de sécheresse et qui souffre aussi de salinisation des sols. Donc on a créé en fait c'est un modèle d'agro-écosystème parfaitement adapté aux conditions climatiques extrêmes que nous avons là, qui va permettre oasis forêts. Voilà, Oui, les oasis forêts. Tout Sans à fait. pesticides. Alors, zéro pesticides, sans engrais zéro chimiques, engrais chimiques, Tout du est bio, voilà, on du part bio. du principe en fait que rien ne se perd mais tout se transforme. On essaye de minimiser le maximum l'intervention de l'homme parce que nous voulons gagner beaucoup de temps et surtout c'est un projet rentable qui va améliorer beaucoup de choses. Oui, alors moi ça m'intéresse beaucoup cette question de l'irrigation par jarre. On sait que ça existait déjà chez nous en Tunisie, c'est quand même un système ancestral, mais vous sur place, j'imagine que vous avez beaucoup travaillé avec les personnes qui sont sur place, les agriculteurs. Est-ce que ce sont des techniques que vous avez retrouvées sur place, utilisées toujours, ou vous avez dû les remettre en place? Si je vous permettez, je vais répondre. Alors, ce sont des techniques ancestrales qui en fait sont utilisées à ma connaissance, dans le sud tunisien, particulièrement à Djerba, étaient utilisés à Djerba et du côté de Zarzis. C'est là où moi je les ai vus utiliser quand j'étais enfant. Quand on a débarqué avec cette idée-là dans la région de Gabès, ils en avaient jamais entendu parler. Pas plus d'ailleurs que les agriculteurs du Kef, par exemple, quand on leur en parle aujourd'hui. Mais ancestralement, moi, mon grand-père utilisait cette technique quand il y avait des périodes de grande sécheresse. Dans quelle région? Région de Djerba.
D'accord. Donc ils faisaient ça pour les oliviers, pour les palmiers. Là, nous, on l'a fait systématiquement pour tous les arbres fruitiers. Donc c'est pas forcément parce que ça existait à Djerba qu'on va retrouver la même technique ailleurs. Non. C'est ça que vous nous dites? Non, c'est pas Très forcément. Donc là, on est reparti là-dessus en disant on fait un essai. Au départ, on s'est dit on fait un essai, on voit si c'est vraiment si c'est intéressant, si on économise de l'eau ou pas. Et puis ensuite, on adaptera les jarres. Donc, on est parti des jarres qui se vendent. On a commencé avec des jarres qui se vendent habituellement dans le commerce, la jarre habituelle tunisienne. Et puis, depuis, on a travaillé là-dessus pour changer les mélanges, pour les adapter, pour que ce soit qu'elles soient plus efficaces. Donc le type d'argile, les mélanges faits, la forme, voilà. Oui. Donc ça sert à ça de faire un master. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des masters. C'est pour ça qu'il y a les étudiants de master. Moi qui suis de Kharkna, une jarre pour moi ça sert à attraper les poulpes. Donc voilà, on peut faire d'apprendre que ça sert à autre chose. Oui, bon, bravo, ils ont vraiment refait tout ça quoi, la façon même dont on conçoit une jarre qu'on utilise pour économiser l'eau. Non, c'est pas eux qui ont fabriqué les jarres hein. Bah j'imagine chez un potier. C'est bon. Donc voilà, on a pris les jarres chez un potier, on les a mises et on obtient effectivement des résultats qui sont assez probants. Par exemple, l'été dernier, région de Melt, on est quand même vraiment dans le sud. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, les agriculteurs de Melt qui n'ont pas forcément envie de changer de façon de travailler? Au début, quand on est arrivé la première fois avec nos jarres et nos arbres forestiers, ils nous ont pris, ils se sont dit bon, on va les regarder faire, ça allait être... Vous en pris pour des amateurs. Qui viennent des amateurs, qui viennent de la capitale, des filles, ils sont bien gentils, on va les laisser faire. Et puis, quand ils ont vu les résultats au bout de 6 mois, là, pas mal, le langage a changé. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a des agriculteurs qui sont extrêmement intéressés par ce que l'on fait, qui observent, qui voient que nos arbres poussent, qui voient qu'on n'irrigue pas beaucoup. Moi, je salue vraiment ce projet. C'est absolument magnifique et c'est à ça que sert la recherche. Elle sert d'abord à ça, à redynamiser une région. Oui. Mis à part ça, on était à Merth dernièrement. Nous sommes allés faire des ateliers de formation pour les étudiants ainsi que les élèves et les agriculteurs de la région pour leur sensibiliser aux questions environnementales et leur expliquer à quoi ça sert notre projet. Les thématiques des ateliers que nous avons fait, c'était sur le développement durable, la permaculture, notre projet, et on leur a expliqué pourquoi on fait ça, pourquoi on a choisi la région de Merth, et voilà, donc on continue et c'est tout. Donc de l'Isbat à la porte du désert. Voilà un beau projet. Depuis, je sais qu'il y a un spot que vous avez conçu. On a, les étudiants ont conçu un spot publicitaire parce qu'ils ont besoin de dons, ils ont besoin d'aide. Donc on fait appel. Reverdir la Tunisie fait vraiment appel à tous les Tunisiens pour soutenir cette initiative. On en profite quand même pour remercier le sponsor que nous avons. J'espère qu'il n'est pas dans le privé, le sponsor, parce que j'ai pas du tout. Non, on va pas le citer, juste le remercier. Et on fait un petit coucou. Voilà, on fait un petit coucou. Et puis je voudrais aussi remercier les associations locales qui nous donnent un coup de main. Donc l'association Ahmed Hichem pour la culture et le développement, parce qu'ils font vraiment un travail de terrain pour nous soutenir sur place. Donc voilà, on appelle tous les Tunisiens à nous donner un peu il y a une page Facebook, je reçois. Oui, il y a une page Instagram et une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, nous avons fait dernièrement une vidéo qui est passée à Louatanaya, qui s'appelle, je peux le dire en arabe. Oui, vas-y, bien sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout le pays est belle, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis, je termine pour dire que l'UNESCO a été hyper intéressé par notre projet et que depuis hier, ils ont publié notre histoire sur le site de l'UNESCO. Voilà. Et puis elle vient d'être publiée sur la page Facebook de FPCI parce qu'elle est très belle cette histoire. Il y a vraiment dedans tout ce qu'on aime, de la science de la recherche au service du pays, au service des régions et puis des jeunes absolument magnifiques. Bravo à l'ISPAT. Je salue à travers vous l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis, je sais, qui sont à l'écoute. Un grand merci à vous, chère Madame Semia Moualik, d'avoir été des nôtres. Merci les filles. Merci.